Folie douce. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Louise Tassé de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Elle va venir nous expliquer, Mme Tassé, de ce qui en retourne avec cet hôpital. Un hôpital bien particulier qui est méconnu même des gens. Alors on va entendre plus parler de cet hôpital dans quelques instants. À l'Espresso, la santé mentale, c'est quoi au juste? Un beau sujet que Pierre nous amène. En deuxième demi, Jean-François Kelly de la revue Mentalité vient nous parler des enfants du divorce. Et à l'Espresso allongé, plus tard à l'émission, les maladies mentales à travers le monde. Alors tout ça à l'émission dans la prochaine heure. Et bien sûr, des chansons. On commence avec la première de Ariane Brunet qui s'intitule « Là, tu voles ». Bienvenue à Folie douce. Contrôle, te manipule comme un pantin somnambule. Empoisonné, tu déambules dans les rues de ta propre bulle. Elle t'est tombée dans les mains soir de septembre, une journée sans fin. Malgré tout, tu ne regrettes rien. Elle joue les cartes de ton destin. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Tu es trop bien. Elle te pousse à tout risquer, à tout laisser de côté ce que t'as un jour rêvé d'avoir. Et plus elle coule dans ton sang, plus ta raison s'évapore. La lumière dans ta vie s'assombrit et tout devient noir. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non, non. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Tu es trop bien. Elle habite ton corps et toutes tes pensées se glissent dans ton sein de la tête aux pieds. De raisonner, c'est inutile. Tu te fous de tout, tu marches sur un fil. Je passe pour qui, mais moi je ne passe pour rien. Et de fois en fois, mon amour s'éteint. Tout comme ton cœur, il aura froid. Le jour où elle se sera emparée de toi. Le jour où elle se sera emparée de toi. Le jour où elle se sera emparée de toi. Pars, fuis, cours loin là-bas. Ne te retourne pas jamais. S'il te plaît, pars, fuis, cours loin là-bas. Fais ça pour toi, ne la laisse pas s'emparer de toi. Couteau sous gorge, y a rien de pire. Même si tu me disais de rester, je partirais. L'idée de te partager me déplaît. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est Louise Tassé. Bonjour, Mme Tassé. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes responsable des services externes à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Un hôpital méconnu, je dirais, et par contre qui est très, très utile pour
la population, souvent jeunesse, on va en entendre plus parler justement de vos services. Comment on pourrait situer l'hôpital Rivière-des-Prairies d'abord pour informer les gens qui nous écoutent? Si on veut la situer géographiquement, c'est un hôpital qui se situe dans le nord-est de la ville de Montréal, sur le boulevard Perra. Et puis, c'est un établissement qui est spécialisé en santé mentale pour les enfants, donc 0-18 ans. On donne un peu de services aux adultes, mais pour une clientèle très spécifique qui sont les autistes. Okay. Mais sinon, la grosse partie du travail que l'on fait, c'est auprès des jeunes qui ont des troubles de santé mentale. Est-ce que c'est un hôpital c'est un grand hôpital? On peut accueillir combien de gens, par exemple, pour nous donner une idée de... C'est un très grand hôpital parce qu'il y a ça pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient en hébergement à Rivière-des-Prairies, des patients qui ont quitté quand il y a eu la désinstitutionnalisation en 2000. Alors, c'est un grand établissement, mais à l'intérieur duquel il n'y a pas maintenant autant de patients qu'à l'époque. Oui. On voit environ, je sais pas moi, peut-être 2000 patients par année. Et le fait qu'on le connaît moins, parce que dans le fond, on en entend parler à l'occasion, probablement que les gens qui ont des problématiques, qui rencontrent des problématiques avec leurs enfants, le connaissent très bien, mais on dirait qu'au niveau du public en général, c'est dommage qu'on ne connaisse pas autant peut-être les services qui sont disponibles à cet hôpital. Peut-être que ce qui explique cette situation-là, c'est que comme Rivière-des-Prairies, c'est un établissement spécialisé, les services qu'on donne, ce sont des services complémentaires au CLSC, par exemple. Donc, depuis environ 5 ans, partout au Québec, les services de santé mentale sont donnés par des équipes de santé mentale dans les CLSC, ce qu'on appelle maintenant les centres de services santé et services sociaux. Donc, un jeune qui a des troubles de santé mentale va être orienté vers un CLSC pour recevoir des services. Et c'est lorsque les services sont trop compliqué, que le jeune est trop malade et qu'on a besoin de services plus spécialisés, qu'à ce moment-là, il va être référé à Rivière-des-Prairies. Okay. Donc, c'est pour ça probablement que les gens ne connaissent pas bien, parce qu'on ne va pas directement à l'hôpital Rivière-des-Prairies, on doit passer par un intermédiaire qui est le CLSC qui nous les réfère. Donc, comme partout ailleurs, comme dans les autres instituts, là, que ce soit l'UH Lafontaine, Douglas, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on essaie de garder les gens dans la collectivité. Il y a peu de gens hébergés saisonniers, en fait, comme vous le disiez. C'est ça. Les services d'hospitalisation que l'on offre, ce sont des services court terme. Donc, ce sont des jeunes qui peuvent avoir des problématiques tellement graves ou qui les dérangent tellement au moment où est-ce qu'ils sont malades qu'ils ne peuvent pas être à la maison. Donc, on les hospitalise. Naturellement, c'est toujours pour la période la plus courte possible parce que c'est toujours mieux que les jeunes retournent à la maison le plus rapidement possible. Pourquoi avoir l'hôpital? Pourquoi avoir un jour créé un hôpital plus pour les jeunes? Est-ce que c'est parce que l'approche en santé mentale est différente ou c'était pour... on aurait très bien pu, à une certaine époque, dire, on fait une section pour les jeunes dans un hôpital déjà existant, mais là, il y a vraiment un hôpital dédié, si on veut, aux jeunes. Là. Comme je vous disais un peu tantôt, c'est un hôpital qui a changé de vocation. Il y a de ça plusieurs années, Rivière-des-Prairies hébergeait une clientèle de jeunes qui avaient surtout de la déficience intellectuelle. Ces enfants-là ont grandi, ils sont devenus des adultes et sont restés à l'intérieur des murs de Rivière-des-Prairies. Et dans les années 2000, quand est venue la vague de désinstitutionnalisation, parce qu'on a considéré que les gens recevaient de meilleurs services dans la communauté, ces adultes-là ont quitté et l'hôpital a changé sa vocation pour qu'on puisse continuer à utiliser le site pour donner des services de pointe à une autre clientèle. Et à ce moment-là, le volet de la pédopsychiatrie s'est développé. Donc, on n'a pas créé ça du jour au lendemain, mais ça a évolué. Ça a évolué dans et finalement, on a voulu donner quand même des services. Quand on parle de, comme vous êtes responsable des services externes, donc, est-ce que vous avez à évoluer avec vous avez à évoluer avec l'environnement, mais comment évolue-t-il l'environnement, justement, les services en société, en fait, au niveau des jeunes et de la santé mentale? Comment on pourrait dire la situation actuelle? Comment est-elle? Par rapport à l'ensemble des services de santé mentale? Par rapport à l'ensemble des services, est-ce que ces services-là sont dynamiques? C'est sûr que si je vous parle de mon établissement à moi, à Rivière-des-Prairies, on est un établissement qu'on appelle de deuxième ligne. Donc, on essaie d'avoir les services les plus spécialisés possibles. On a un volet recherche, on a un volet enseignement, on reçoit des stagiaires, on fait de la recherche parce que la santé mentale, c'est une discipline qui n'est pas très connue et qui est, on doit s'assurer d'utiliser les meilleures pratiques. Donc, à Rivière-des-Prairies, on essaie beaucoup d'avoir des cliniques qui se spécialisent dans différents diagnostics pour développer des axes de spécialisation
pour donner les meilleurs services possibles aux enfants qui sont malades, finalement. Oui. Est-ce que la santé mentale d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a beaucoup changé par rapport aux enfants d'il y a peut-être 20 ans? Ou... Bien, c'est sûr que c'est comme n'importe quelle discipline. La science nous amène toujours à essayer de faire les choses de mieux en mieux. La manière dont les services sont organisés à Rivière-des-Prairies, c'est que les cliniques sont divisées par diagnostic, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des équipes qui développent des façons de faire très spécialisées pour une problématique en particulier. Donc, les enfants qui ont un trouble anxieux vont être traités par une équipe qui est spécialisée pour les troubles anxieux. Les enfants qui ont des troubles dépressifs ou des troubles de l'humeur vont être traités dans une clinique qui se spécialise avec les troubles de l'humeur. Et dans ces cliniques-là, il y a une dynamique parce qu'on est en lien avec l'Université de Montréal. On est un centre affilié. Donc, il y a des stagiaires, il y a de la recherche. Et comme je disais tantôt, ça bonifie toujours au fil des années les services qu'on donne. Donc, à même l'établissement, vous dire, il y a vraiment comme si vous voulez dire, une section physiquement qui s'occupe, qui va prendre en charge, par exemple, une problématique, qui va prendre le jeune qui a une problématique dans un... Oui, c'est ça exactement. À l'intérieur de l'hôpital, il y a des bureaux. Oui. D'abord, l'hôpital est divisé. Il y a les services d'hospitalisation. Donc, tous les jeunes, comme je disais tantôt, qui sont malades au point où ils doivent rester à l'hôpital, il y a les services d'hospitalisation. Et dans le restant de l'établissement, on a des cliniques. Donc, on a des espaces, si on veut, où il y a des gens qui sont spécialisés dans un diagnostic en particulier. Et ce sont des équipes qu'on appelle interdisciplinaires. Donc, on a des médecins, on a des infirmières, des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, même des éducateurs physiques qui, ensemble, prennent le jeune quand il ne va pas bien et après l'évaluation du médecin, quand le diagnostic est posé, essaient de trouver la meilleure façon de supporter ce jeune-là et sa famille pour passer à travers cette situation-là et recouvrer, dans le fond, la santé puis recouvrer leur santé. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux familles, aux parents? Parce que d'apprendre qu'un enfant a des problèmes de santé mentale et surtout qu'on sent que c'est plus grave que ce qu'on pensait peut-être, parce que comme vous le disiez, si ça devient un petit peu moins facile à gérer au niveau des C3S, ils sont référés à votre institut, à votre hôpital en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents? Comment les parents devraient-ils prendre ces situations-là? C'est pas évident. Déjà, souvent, ils sont surpris. Oui, mais je pense qu'effectivement, les gens sont souvent très inquiets. Puis c'est pour ça que on essaie en général d'accompagner les familles parce que quand on reçoit de notre enfant un diagnostic de trouble de santé mentale, que ce soit de se faire dire que notre enfant fait une dépression ou que notre enfant fait une psychose, c'est sûr que c'est difficile. Oui. Donc, en général, ce qu'on essaie surtout, c'est de bien expliquer et puis aussi peut-être de dédramatiser, c'est-à-dire qu'un trouble de santé mentale, c'est comme n'importe quel autre problème de santé. C'est pas quelque chose qu'on fait par exprès, c'est quelque chose qui nous arrive à un moment dans notre vie. Et en général, ça se traite bien, mais il faut essayer de rassurer les gens et surtout, je pense, de bien faire comprendre c'est quoi la problématique et d'impliquer tout le monde pour que le jeune reçoive des services et finalement s'en sorte bien. Parce que c'est pas évident, parce qu'on se dit souvent, les gens qui sont adultes, souvent, leur entourage va comme se faire un peu à l'idée de ça, mais les enfants, on a toujours l'impression, on veut toujours que nos enfants soient en santé, autant physique que du côté de la santé mentale, mais que ça donne un choc aux parents, puis souvent les gens sont pas vraiment familiers avec ça. Alors c'est quand même, ça fait partie, je pense, probablement d'une problématique qu'il faut aussi voir, là, le côté compréhension, puis le côté... l'entourage est important pour le rétablissement d'un jeune. Et souvent, la plupart de nos équipes ont aussi des travailleurs sociaux qui vont accompagner la famille parce que autant qu'il faut comprendre la problématique, des fois aussi les parents doivent être impliqués dans le traitement parce qu'il y a certains types de problèmes qui nécessitent une façon d'être avec les enfants. Il faut apprendre comment les approcher, comment être avec eux pour ne pas contribuer à amplifier le problème, mais plutôt aider à le solutionner. Oui. Donc, en général, dans nos cliniques, on a des travailleurs sociaux qui aident les familles à accompagner leurs jeunes et à développer les bonnes habiletés pour que le problème se règle. Comment se fait le transfert à l'âge adulte, par exemple? Quelqu'un qui est suivi, c'est pas évident, là, s'il s'attache à un milieu hospitalier avec des professionnels, avec des gens qui l'entourent. Avez-vous comme une façon de faire comment la personne qui n'a pas nécessairement réglé tous ces problèmes, ça peut arriver. Il y a des jeunes probablement que vous réussissez à aider et puis que les jeunes s'en sortent, mais il y a d'autres jeunes peut-être où ça va se poursuivre un peu. Est-ce que ces gens-là sont juste comme
référés ensuite ailleurs? Est-ce que vous avez comme une coupure qui doit être faite? Bien, c'est sûr qu'on est un établissement qui va jusqu'à 18 ans et je dirais que c'est la même chose un peu dans tous les services aux enfants. Ouais. De n'importe quel établissement, quand l'enfant devient adulte, il doit être transféré vers d'autres types de services. Mais c'est sûr que, bon, dans un premier temps, on essaie de s'assurer que le jeune aille mieux puis qu'il n'ait pas besoin d'aller vers les services aux adultes. Mais sinon, bien, on a des protocoles d'entente avec d'autres établissements qui donnent les services, comme Louis H. Lafontaine, par exemple, lorsque nécessaire. Ou encore, comme je disais tantôt, comme on donne des épisodes de soins, les jeunes peuvent retourner aussi au service dans les CLSC, oui. puis des fois passer au service aux adultes de ce côté-là. Ce qu'on essaie le plus possible, c'est de faire des épisodes de soins, puis faire que le jeune aille mieux et qu'il ait pas besoin d'être transféré vers une clinique adulte. C'est ça le but, évidemment. C'est le but. Parce que souvent, on se dit souvent, c'est un peu comme changer de, je sais pas, des fois, ils se font un certain monde qui est là, qui est rassurant, et bon, des fois, ils n'ont pas le choix de passer à un autre service. On essaie d'humaniser le transfert le plus possible, de le faire en partenariat pour que le jeune ne soit pas laissé sans filet. C'est ça, je pense, qui est le plus important dans tout ça. Les gens qui veulent en savoir plus, comme vous le disiez, bon, les gens sont référés la plupart du temps justement dans votre institution, mais en fait c'est un hôpital, et puis, effectivement. Est-ce qu'ils peuvent quand même téléphoner directement pour avoir plus d'infos, ou si c'est la seule façon justement d'avoir accès à vos services, c'est vraiment par... Il faut d'abord qu'ils voient... Les gens peuvent téléphoner pour avoir de l'information, mais c'est certain qu'il n'y a pas de références qui viennent directement à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ils ne peuvent pas se présenter là, non, parce que dans un premier temps, les équipes de santé mentale proximales, celles qui sont dans les CLSC, sont celles qui sont là pour évaluer. Oui. Soit qu'elles commencent un traitement, puis qu'elles voient si ça va. Souvent, ce sont des équipes qui sont très compétentes, alors elles vont faire un traitement, puis l'enfant va aller mieux, puis ça va se terminer là. Si ça va pas bien ou si c'est plus complexe, elles peuvent nous le référer, mais j'ai perdu mon idée. Mais dans le fond, ce que je disais, c'est pour dans le fond, si les gens veulent en savoir plus sur les c'est services... C'est ça. Alors, ils peuvent quand même téléphoner. On a un département de communication qui peut répondre à leurs questions si c'est des questions d'ordre général. Puis il y a aussi le site web de l'hôpital qui est très bien fait, où on a des informations sur les différents diagnostics, les différents traitements, les différents troubles. Des fois, juste d'être rassuré. Puis il y a aussi des blogs où est-ce que les gens peuvent échanger. Ça, c'est important aussi souvent pour, justement, comme vous dites, rassurer et informer les gens. Donc, en faisant dans un engin de recherche, Hôpital Rivière-des-Prairies, on arrive tout de suite sur le lien. On trouve très bien. Beaucoup plus simple que de donner l'adresse au long. Pour le numéro de téléphone, si vous permettez, je vais donner le numéro général, en fait, de l'hôpital, 514-323-7260. C'est ça. À ce moment-là, on peut avoir quelques informations. Merci beaucoup, Mme Tassé, d'avoir été des nôtres à l'émission. Ça me fait plaisir. Bonne continuité, donc, dans votre service. Merci. Merci, au revoir. Je range un poème de Charles Baudelaire auprès de l'écharpe de mon ami suicidaire. Les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. Je range les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides des fêtes de Nouvel An, l'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et je les range proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possèdent le présent, mais qui ne pèsent plus rien au bout d'un an. Je range la fatuité auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent, mais que j'oublierai après les vacances.
Je range la perte auprès du gagnant, la sincérité auprès du désir aveugle, les émissions de télé auprès des chansons de jadis et la mauvaise communication auprès du pari. Je range la côte auprès du bikini, le grand saut auprès de la souricière, la promesse auprès de l'alibi et le robinet auprès d'une rivière. Je range la pudeur auprès de la sueur, la belle auprès du crado, la chaleur auprès de l'extincteur et mes cauchemars auprès du macho. Je range l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcoolo auprès du capable, la bonne idée auprès du minable et les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer, mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent au présent. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le temps de l'espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Clément Allot. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, la santé mentale, c'est quoi au juste? Tu me poses une question, Pierre. Oui, en fait, c'est une... oui. On n'essaie pas depuis très longtemps à l'émission, on se pose D'y pas répondre. cette question-là. Oui, mais c'est bon à l'occasion d'aller chercher, de revenir à la base, si tu veux. De mettre les barres sur les T, De les mettre points les... sur les I. Exactement. En fait, c'est une définition de c'est quoi la santé mentale d'après le Comité de la santé mentale au Québec. Alors, ceux-ci nous disent la définition de la santé mentale établie par le Comité de la santé mentale au Québec est la suivante. On nous dit la santé mentale est l'état d'équilibre psychique d'une personne et se définit à l'aide des éléments suivants, c'est-à-dire le niveau de bien-être subjectif, l'exercice des capacités mentales et les qualités des relations avec le milieu. Ouais. Alors, au niveau des déterminants de la santé, c'est-à-dire ce qui influence la santé mentale, le comité écrit « Elle résulte d'interactions entre des facteurs de 3 ordres. Premièrement, des facteurs biologiques, c'est-à-dire relatifs aux caractéristiques génétiques et physiologiques de la personne. Deuxièmement, des facteurs psychologiques liés aux aspects cognitifs, affectifs et relationnels. Et finalement, des facteurs contextuels, c'est-à-dire qui ont trait aux relations entre la personne et son environnement. Ces facteurs sont en évolution constante et s'intègrent de façon dynamique chez la personne. Cette définition est longue, mais elle a le mérite au moins d'être complète. Elle nous indique que la santé mentale se compose d'un état intérieur de bien-être, qui est subjectif, et d'un certain niveau de fonctionnement, c'est-à-dire la capacité d'utiliser ses ressources mentales et d'interagir avec le milieu. Sur les aspects biologiques, l'individu n'a pas d'emprise. Sur les facteurs contextuels liés au milieu, la personne peut avoir ou ne pas avoir d'emprise. Quant aux facteurs psychologiques, c'est-à-dire les perceptions, les croyances, les choix, les comportements, etc., la personne peut développer une autocritique et faire des changements. Maintenant, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cet article, c'est qu'on compare la santé mentale avec la santé physique. Par exemple, la santé mentale, c'est-à-dire une bonne santé mentale. Je vais commencer par la santé physique. Alors, une bonne santé physique, c'est d'abord, ça se définit par une bonne alimentation, de l'activité physique, un poids santé, de l'absence de tabagisme, pas de drogue ou d'alcool, ou très peu d'alcool. Et un corps en bonne santé, ça comprend une bonne capacité cardiovasculaire, un système digestif qui fonctionne bien, et un système immunitaire efficace, etc. Ouais. Moi, je dirais que c'est... si je suis pas fin, c'est quelqu'un de bien plate, par exemple, dans la description. C'est peut-être quelqu'un qui n'ira pas en enfer, mais oui, tu as peut-être raison. Maintenant, par comparaison, la santé mentale, une bonne santé mentale, c'est de croire en ses capacités, être capable de reconnaître ses bons coups et ses succès et pouvoir en être fier. C'est aussi la capacité à reconnaître ses besoins et à s'affirmer face aux autres. Finalement, pouvoir s'entourer de relations positives et réciproques.
En conclusion, une bonne santé mentale, c'est un sentiment général de bien-être subjectif, un fonctionnement optimal et une capacité à faire face aux obstacles et difficultés, etc. C'est bien de pouvoir le mettre en mots. Hein. Oui. Moi, je trouve, par exemple, que c'est plus un bien-être mental. Quand quelqu'un est atteint d'un trouble ou d'une maladie, il y a un dérèglement, par exemple, dans leur définition. Non, mais quand tu écoutes la description, c'est que autant sur la santé physique que mentale, on a l'impression effectivement que c'est peu de choses, mais quand tu as ça, normalement, c'est déjà beaucoup. On te dit en bonne santé. Tu sais. Exactement. Maintenant, une santé plus ou moins bonne. Ben, du côté physique, c'est une alimentation qui comporte des excès et des manques, peu d'activité physique, un excès de poids, un tabagisme léger ou une consommation occasionnelle de drogue ou d'alcool avec certains excès. Par comparaison, une santé mentale moyenne, plus ou moins bonne, alors c'est des difficultés à croire en soi, mais y arriver seulement que parfois. On reconnaît ses succès, mais les dénigrer, on les dénigre par la suite. C'est aussi s'affirmer face aux autres, mais se culpabiliser de cela. Et c'est aussi avoir certaines relations positives, mais tolérer aussi des situations de manque de respect. Et en terminant, parce qu'il nous reste 1 minute, je crois, à peu près. Alors, une mauvaise santé physique, ben c'est toutes les mêmes choses, mais de la mauvaise façon, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, manque de fruits et légumes, excès de gras et de sucre, aucune activité physique, une obésité importante, un tabagisme important ou une consommation excessive de drogue ou d'alcool, tous les jours, par exemple. Une mauvaise santé mentale, ben, c'est se critiquer constamment et se percevoir comme incapable de réussir. On minimise ses succès et on dramatise ses erreurs. Et ça, des fois, c'est vraiment involontaire. Oui. Des fois, c'est des symptômes qui arrivent parce que les gens, je sais pas... Qu'on peut associer à la dépression. Oui, ou même à la psychose ou à différents... Tu sais, il y a toutes sortes de problématiques. Il y a aussi le doute qui n'est pas la même chose là, que cette définition-là. Et aussi, on dit en terminant, qu'on a un besoin excessif de plaire aux autres et une incapacité à faire valoir ses propres intérêts. Ça, c'est vrai. Quand on veut trop plaire aux autres, là, c'est mauvais signe. Et finalement, on dit une mauvaise santé mentale, ben, c'est se sentir constamment coupable de tout. Oui. Et c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui disait ça, je me souviens plus qui, il disait quand on est bien, c'est qu'on se sent pas. Tu sais, on sent pas qu'on a mal. On n'y pense pas. On y pense pas. C'est la même chose pour la santé mentale. Si on y pense pas, puis on se sent bien. C'est parce que ça va bien. L'important, quand on se sent pas, puis on s'est pas lavé pendant un petit bout. Là, c'est pas bon. Là. En ce sens-là. Alors, merci beaucoup, Pierre Chelin. Merci donc pour ce très beau bloc. On va donc s'arrêter pour une courte pause à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, le chroniqueur de la revue Mentalité, Jean-François Kelly, nous parle des enfants du divorce. Aussi, à l'Espresso allongé, Pierre nous propose les maladies mentales à travers le monde. Vous entendrez de plus en chanson Comme un loup d'Adam Karsh et En moins d'une seconde de Melon Gallia. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Et c'est avec plaisir que je reçois notre prochain invité, qui est Jean-François Kelly. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue encore une fois à l'émission Folie Douce. Tu es chroniqueur à la revue Mentalité. T'es déjà venu nous rendre visite et tu vas justement nous parler d'un sujet fort intéressant. Juste en quelques mots, nous rappeler qu'est-ce que c'est la revue Mentalité. En fait, c'est produite par Maison L'Échelon. C'est subventionné par Emploi Québec. Oui. Puis les chroniqueurs, on est supposé d'être 14, puis on écrit des articles sur l'actualité en santé mentale puis différentes facettes des problèmes en santé mentale. Donc, c'est une activité en soi pour ces 14 personnes-là et en même temps, ça démystifie auprès du public en publiant justement cette revue-là 4 fois par année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un saisonnier. Et de plus en plus, la qualité est vraiment très, très, très remarquable, je dirais. Hein. La revue est vraiment bien faite. Le contenu d'abord, mais aussi l'emballage, c'est important aussi. Ça attire le regard. Puis on a le goût de lire la revue. La revue Mentalité, c'est à lire. Alors, cette semaine, donc, tu nous parles de quel sujet, Jean-François? Les enfants du divorce. Les enfants du divorce, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'enfants du divorce. Il y en a encore, il y en a eu beaucoup. Donc, c'est un sujet intéressant que tu nous amènes. Est-ce que c'est un sujet est-ce que l'idée t'est venue ou je veux dire, comment c'est arrivé? Pourquoi tu as décidé de faire un article sur ce sujet-là? Bien, tout le monde connaît ou a connu quelqu'un qui a vécu un divorce. Ouais. Puis j'ai navigué sur Internet, puis je suis tombé par hasard sur des sites qui parlaient du divorce, des enfants qui vivaient le divorce. Puis j'ai dit, ma foi, ça serait peut-être une bonne idée de parler de ça, parce qu'on n'en a jamais parlé en mentalité. Exactement, et il y a des effets, je pense que tout le monde le dit, mais jusqu'à quel point c'est intéressant d'avoir plus d'informations là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous amener comme information en débutant cette chronique, Jean-François? Bien, premièrement, c'est que 48% des couples se divorcent au bout de 7 ans de mariage. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup? Oui, en 2006, il y avait 14% des familles monoparentales qui vivaient de prestations d'aide sociale. Ouais. Donc, les mères monoparentales, c'est 83% des familles monoparentales. 8,4%, c'est le père qui a la charge des enfants. Ouais. Puis dans 8,4% des cas, c'est la garde est partagée entre les deux parents. Ah oui, d'accord. Et quand on parle d'enfants du divorce, donc finalement, ça, c'est un phénomène quand même qui existe, je dirais, depuis 30-40 ans. Je veux dire, c'est plutôt quand même récent dans la grande histoire là, de l'humanité. Mais oui, en effet, on vit une crise sans précédent du mariage parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de divorces dans une société. Ouais. Puis on connaît encore mal les répercussions de ça, puis ça peut blesser l'enfant. Parce qu'on a tendance à banaliser le divorce. Puis on pense qu'en le banalisant, on va décharger l'enfant d'un lourd fardeau sur les épaules, mais l'enfant va souffrir quand même. Ouais. La solution, c'est pas de banaliser le divorce, c'est d'essayer de persuader les parents de solidifier leurs liens, de former une famille unie, forte et heureuse. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des informations qui ressortent? Qu'est-ce qu'il y a comme effet négatif, justement, causé chez les enfants? Bien, lors du divorce, l'enfant peut devenir dépressif, il peut avoir de l'anxiété, il peut être porté à désobéir à ses parents. C'est ses façons d'exprimer son désarroi. C'est ça, dans le fond, c'est sa façon. Il ressent quelque chose, puis il faut qu'il le fasse. Il va communiquer. Hein. Puis le parent doit encourager l'enfant à verbaliser ce qu'il ressent, exprimer ses émotions. Puis le parent ne doit pas faire montrer ses états d'âme à ses enfants. Ouais. C'est plutôt au parent d'écouter l'enfant. Parce que l'enfant, il a assez de ses problèmes sans plus avoir à se préoccuper du bien-être de ses parents. Parce que ses parents, c'est des adultes. Puis s'ils ont besoin de se confier à quelqu'un, qu'ils le fassent à un adulte ou à un thérapeute, mais pas à l'enfant. Mais pas aux enfants, c'est néfaste. C'est ça, oui, c'est ça. L'enfant va comme... Il va peut-être se sentir responsable du divorce. Ouais. Puis le rôle du parent, c'est de persuader l'enfant que non, c'est une décision d'adulte prise par des adultes. Oui. Est-ce que les enfants comprennent bien aussi pourquoi ça arrive? Tu sais, souvent, un enfant doit se dire, ben, pourquoi tout à coup, mes parents se divorcent? C'est quand même dur à comprendre. Mais c'est que ça commence que dans le couple, il y a des tensions. Puis là, ces tensions-là peuvent s'intensifier. Puis ça peut mener à un divorce pour toutes sortes de raisons. Oui.
Et l'enfant, évidemment, est souvent témoin de toute cette tension-là. Là. Oui, parce que la tension entre les deux parents peut être plus dommageable pour la santé mentale de l'enfant que le divorce lui-même. Mais attention, le divorce, ça demeure quelque chose de douloureux pour l'enfant. Parce que est-ce que l'enfant réalise bien que, justement, sa vie va être modifiée, finalement, va changer? C'est au père à expliquer ça à l'enfant. T'sais, dans les procédures du divorce, le parent doit renseigner l'enfant sur ce qui le concerne. Par exemple, sa garde. Ben, dans 83% des cas, c'est la mère qui a la garde. Fait que la mère doit faire part à l'enfant de son envie de garder l'enfant. Puis c'est comme ça, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu tu disais qu'il y avait quand même de l'information. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de documentation au niveau de ces problématiques-là, au niveau des enfants du divorce? Au Canada, il n'y a pas beaucoup de recherches sur les conséquences psychologiques du divorce. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il s'en est fait beaucoup. Puis, c'est sûr que c'est pas notre pays, mais les données en France corroborent les analyses faites aux États-Unis. Fait qu'il est difficile de nier les conclusions auxquelles viennent les Américains. Donc, tu as eu quand même beaucoup d'informations. Comment tu as procédé? Est-ce que tu as cherché des choses sur Internet? Oui, j'ai surfé sur Internet, puis j'ai trouvé plein de sites qui parlaient de ça. J'ai été surpris qu'il y en ait autant, parce que habituellement, tout le monde connaît ça, puis je pensais pas qu'il y avait des choses à découvrir encore sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, peut-être, ou qu'est-ce que tu t'attendais pas, s'il y a quelque chose, s'il y a de l'information que tu as trouvée? Mais c'est que ça peut avoir un effet à long terme sur l'enfant. C'est que lors du divorce, l'enfant va souffrir pendant 2 ans, puis après ça, il va retrouver son équilibre. Mais quand il arrive à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, quand il développe des relations amoureuses, quand il suit une formation pour exercer une profession ou un métier, la souffrance refait surface. Parce que ce qui arrive, c'est que avec le temps, le sentiment de bien-être entre le parent et l'enfant diminue. Parce que à cause de la fréquence des divorces. Puis aussi, ça diminue le bien-être psychologique de la société. Puis ça affaiblit progressivement les liens entre les générations. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a un effet à long terme de ça. On n'y pense pas souvent. On pense que l'effet est vraiment jeune, quand l'enfant est jeune, mais effectivement... Oui, ça peut arriver plus tard, quand il est rendu, par exemple, à l'université. Oui. La faiblesse psychologique peut ressurgir. Donc, le meilleur conseil, c'est vraiment justement de laisser l'enfant dialoguer beaucoup, communiquer, évacuer la pression qu'il peut avoir, les mauvais sentiments qu'il peut avoir en lui. Oui, il ne faut pas qu'il garde ça pour lui. Non. Il faut qu'il communique ça. Puis s'il ne peut pas à ses parents, mais qu'il le fasse avec un ami ou un thérapeute, mais qu'il communique sa souffrance à quelqu'un. Parce que souvent, les parents, comme ils sont impliqués aussi dans la situation, c'est peut-être eux-mêmes ont des fois de la difficulté. Alors, comment ils... Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, d'éviter, par exemple, de se confier à l'enfant ou de raconter un peu ses peurs, ses problèmes à l'enfant, mais souvent l'adulte lui-même a besoin d'écoute. Là, c'est peut-être des fois difficile que un des deux parents soit assez à l'écoute de l'enfant pour qu'il puisse... Mais c'est parce que le paradoxe, c'est dans le fait que au moment où l'enfant a le plus besoin du soutien de son parent, c'est à ce moment-là que son parent se sent le moins capable de le soutenir. Ce qui veut dire que dans le processus, les parents ont un cheminement, puis les enfants ont un cheminement, puis probablement qu'ils évoluent au même rythme pour la résolution du divorce. Oui. As-tu lu dans la documentation que tu as réussi à avoir, est-ce que les gens environnants, les parents, genre les grands-parents, est-ce qu'ils peuvent être d'une bonne utilité? Parce que si les parents sont dans un mode un peu agressif et un peu un mauvais état, en fait, est-ce que quelqu'un peut pallier justement à l'absence peut-être des parents auprès des enfants? Ils peuvent toujours consulter un médecin de famille. Par exemple, s'ils ont des conflits, que les parents ont un conflit qu'ils veulent régler, le médecin de famille peut les référer à une ressource communautaire qui vont peut-être leur permettre de sauver leur couple du divorce. Oui. Puis, ce qui arrive, c'est que le médecin de famille doit expliquer aux parents que les tensions dans le couple peuvent être plus dommageables pour la santé mentale de l'enfant que le divorce. Alors, il faut que les parents fassent attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font.
Donc, le divorce en tant que tel, c'est une chose, mais comme tu dis, c'est tout ce qui entoure ça. Là, puis et à long terme, parce que une fois que le divorce est arrivé, c'est difficile. Là, s'il y a beaucoup de tension entre les parents. Il y a une garde partagée, par exemple. C'est pas évident non plus qu'il y a de l'information de ce côté-là. La suite, c'est-à-dire s'il y a un divorce, il y a quand même il y a des contacts entre les parents et ses enfants. Comme dans la majorité des cas, c'est la mère qui obtient la garde des enfants. Le père, il ne vivra pas avec les enfants, mais il doit s'engager à continuer à aimer ses enfants puis à continuer à s'occuper d'eux. Oui. C'est comme ça qu'il garde le lien avec ses enfants. Puis chacun des parents doit encourager l'enfant à maintenir un bon contact avec l'autre parent. Le parent n'a rien à gagner à affronter l'autre parent parce qu'il va être pris à négocier avec lui pour éduquer l'enfant. Puis aussi, c'est qu'ils vont se consulter pendant des années et des années. S'ils ne s'entendent pas, bien, ça va se répercuter sur le bien-être de l'enfant. Oui. Il faut d'abord penser aux enfants. À mon avis, c'est ce qui est souvent oublié. Hein. Oui, c'est ça. Les gens pensent à eux, mais ils ne pensent pas nécessairement aux enfants qui n'ont pas vraiment demandé ça. Mais, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent le mariage comme une entrave à la liberté. Il faudrait revoir ça. Peut-être retourner vers une liberté plus traditionnelle, une vision de la liberté qui est plus traditionnelle, qui responsabilise davantage les parents, qui les rend plus respectueux de l'être humain et qui invite à une certaine convivialité. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion de cet article? Est-ce que tu as apprécié d'abord la recherche que tu as pu faire? En général, est-ce que le sujet t'a plu? Oui, c'est un sujet que j'ai aimé traiter. J'ai découvert des choses que j'ignorais. C'est beaucoup plus compliqué que je m'y attendais. Puis, j'ai trouvé plein d'informations, des statistiques, des faits qui m'ont vraiment étonné. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver des choses qui seraient aussi intéressantes pour la mentalité. Est-ce que, au niveau des ressources, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer, les gens qui nous écoutent, qui ont soit qu'eux-mêmes vivent une situation de problématique comme ça, de divorce, par exemple, et qui voudraient avoir de l'aide ou avoir peut-être des pistes de solutions pour les aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peuvent... qu'est-ce que tu pourrais conseiller là, comme recherche ou comme quelle sorte de ressources on pourrait aller chercher pour se faire aider? Un psychologue. Le médecin de famille, comme je le disais. Donc ça, au départ, ça aide beaucoup. Ça peut déjà donner un bon... Le médecin de famille, si on a un médecin régulier, parce qu'on en manque en ce moment. Oui, absolument. C'est un médecin qui suit l'évolution du couple, qui sait comment ça fonctionne dans le couple, puis qui peut déterminer si le couple est à risque de divorcer ou non. Oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, Jean-François. En terminant, est-ce qu'on peut mentionner le numéro de téléphone de la revue Mentalité dont tu es chroniqueur? Oui, bien sûr, c'est le 351-0836. Dans le 514, évidemment. C'est ça, oui. 351-0836. Merci beaucoup, Jean-François, et bonne continuité avec l'écriture et les activités avec la revue Mentalité. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. vendu mon âme dans Cyber Avenue. Comme on a juste une vie à vivre, on devrait tous être chez beau, avoir un penthouse à Montréal. Comme un loup, comme un fou, babe, j'ai foncé sans t'oublier. J'ai quitté mes champs pour la ville, la terre n'a plus rien à me dire. J'ai la paire de Saint Laurent Street,
Cyber Avenue. Que vous soyez à la maison ou en voiture, à cheval ou à bicyclette, à l'horizontale ou à la verticale, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le temps de l'espresso allongé, toujours en compagnie de Pierre Laporte et Ghislain Malo. Bonjour encore une fois. Salut Yvan. Salut. Nous sommes de retour. À Folie douce, bien sûr. Vous êtes de retour au micro. Alors, on parle maintenant des maladies mentales à travers le monde. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? Oui, en fait, c'est un article qui a été écrit par un certain monsieur David Baim, qui est rédacteur en chef d'un site Internet qui s'appelle Doctissimo, qui se proclame leader français de la communication dans le monde médical. Dans le monde médical. Oui, il y a plusieurs. C'est un site quand même assez bien étoffé. Ils sont situés à Paris. Ouais. Alors, ce monsieur nous rapporte des propos de l'Organisation mondiale de la santé qui nous donne des statistiques de la santé mentale à travers le monde, et c'est assez intéressant. Il nous dit que selon l'OMS, 400 millions est le nombre de personnes aujourd'hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou souffrant de problèmes psychosociaux associés notamment à l'alcoolisme ou bien à la toxicomanie. Mm-hmm. Bien que l'attention ait été portée sur ces affections, il reste encore beaucoup à faire. La dépression est actuellement la 5e cause de mortalité et de handicap dans le monde, et d'après le docteur Benedetto Saraceno, directeur du département de santé mentale de l'OMS, elle devrait atteindre la 2e place d'ici 2020. Hommes et femmes ne sont pas égaux devant la dépression. Les femmes sont plus de 2 fois susceptibles d'y être confrontées au cours de leur vie. Cette maladie touche en moyenne une femme sur 5 et seulement, entre guillemets, un homme sur 10. Oui. Est-ce qu'il explique dans le document les raisons pourquoi les femmes sont plus touchées? Non, on n'y va pas en profondeur là-dessus. C'est une espèce de survol, en fait. Ouais, un glossaire. Ça donne des des grands titres. Là, oui. Ça, de plus, il nous dit que la dépression, qui touche 340 millions de personnes dans le monde, c'est beaucoup, peut apparaître plusieurs fois au cours d'une vie chez une même personne. Mm-hmm. La vie urbaine stressante entraîne une augmentation de ces chiffres. On nous dit que bien que des traitements efficaces dans la très grande majorité des cas existent, seul un petit nombre de ces affections sont convenablement diagnostiquées à travers le monde. Un traitement adapté des dépressions entraînerait par voie de conséquence une réduction, évidemment, du nombre des suicides. On compte chaque année 10 millions de tentatives de suicide, imaginez-vous, dont 10% s'avèrent fatales. Non, je ris, mais par dérision. C'est pas drôle. Non, mais dit comme ça fait beaucoup de monde. C'est sûr que sur la planète, c'est déjà au Québec, on parle de 3-4 par jour. 10 millions, c'est plus que la population du Québec. Oui, mais sur une population de 6 milliards, c'est ça. Oui. Et en tête viennent les pays de l'ancienne URSS. L'épilepsie est le désordre neurologique le plus commun. Il y a entre 40 et 50 millions de malades dans le monde, dont 85% vivent dans les pays développés. On estime que 2 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde, mais 70 à 80% des épileptiques peuvent retrouver une vie tout à fait normale s'ils reçoivent un traitement adapté, évidemment.
La schizophrénie est une forme sévère de maladie mentale. Celle-là, on la connaît bien parce que c'est vraiment mondial. Au total, 45 millions de personnes sont atteintes dans le monde. Ouais. On dit cependant que plus de 50% des malades dans le monde ne reçoivent pas de soins appropriés. Ah. C'est sûr, il y a des économies là, dans certaines régions du monde qui sont très faibles. C'est ça. Et c'est tabou à plusieurs endroits. C'est C'est-à-dire tabou. qu'on pense que les gens sont possédés, tout ça, donc on les isole plutôt que de les aider à s'en Il faut sortir. pouvoir se hein. les payer, les fameux Aussi. médicaments. Ouais. Ouais. On dit qu'aujourd'hui, des traitements existent et permettent aux malades de mener une vie normale au sein de la société. Aussi, l'Agence des Nations unies tente de mettre l'accent sur certaines pathologies telles que la dépression, la schizophrénie, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'alcoolisme et le retard mental pour lesquels il existe un décalage entre les traitements disponibles et leur accès. Cette sensibilisation vise également à mettre fin à la possible réticence de la société au traitement et à la réintégration des malades. Mm-hmm. Il nous reste 1 minute. Oui, bien compté, avec chronomètre en main. Alors, en terminant, 1 minute. Alors, j'ai une petite nouvelle, peut-être un peu humoristique, en tout cas drôle, Ouais. drôle, pas drôle. Une pétition contre les chemises d'hôpital qui ne ferment pas à l'arrière Ouais. ou ferment mal. On l'a peut-être tous expérimenté. Ces fameuses chemises. Qui manque ainsi de respect aux malades a été lancée en ligne le 31 juillet dernier par un médecin de famille connu sous son nom de blogueuse, c'est-à-dire Farfadoc. Celle-ci est médecin de famille. Alors, le médecin cite l'article L1110-2 du Code de la santé publique qui stipule que la personne malade a le droit au respect de sa dignité et que le respect de l'intimité de la personne doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré- et post-opératoires, des radiographies, etc. On nous dit que dans la plupart des établissements hospitaliers, les patients sont affublés de la même chemise. Et il y a eu donc une pétition en ligne. Et la pétition, qui est sur le site Pétition en ligne, tout simplement, a reçu à date environ 4000 signatures Internet, si tu veux, sur les les 10 000 visées. Et la solution pourrait venir du Québec, puisque en 2010, il y a des chercheuses de l'École de design industriel de l'Université de Montréal qui avaient proposé un vêtement qui assure la dignité du patient, c'est-à-dire qui ferme sur les côtés. Ouais. À suivre. Comme si tu veux, 2 chemises superposées. Oui, merci beaucoup. À suivre. Oui, merci beaucoup pour le sujet. Merci Ghislain, merci Pierre. On continue la folie douce. S'imposer des manières, ergoter, discuter, l'épaisseur d'un cheveu, S'inventer une histoire. essentiel, satisfaire son orgueil, affecter son regard, je veux bien rester naturel, le temps d'un instant, me dire que je suis tel que je me suis rêvé, futile et tout en confiance, je me sens disposé à démontrer le contraire. La peur d'avoir oublié qui l'on était hier soir. Tant d'efforts déployés, On en fait bien des montagnes, en mesurer les effets. les expressions familières. Le maintien, étudier l'implication passagère. Mise à jour, démasqué, Pris de court dans le cou, dégrossi, ravisé, en retrait, mécontent. n'importe où. Sauve ici, L'attention qu'on se porte. la beauté qui se flatte, les points forts qui s'affichent, mais quelle charmante attention, quelle délicieuse manière, méritant des soupçons sur les intentions qui ne sont pas toujours claires quand on veut discuter l'épaisseur de nos cheveux. Je veux bien rester naturel, le temps d'un instant, me dire que je suis tel que je me suis rêvé, futile et tout en confiance, je me sens disposé à démontrer le contraire. Parler pour ne rien dire, sans plaindre et sans réjouir, devenir fréquentable en égard fallacieux, faire au sens société,
être élu sans raison, discrètement dérangé, éviter le profil pas fameux, dès demain décrier quand on veut discuter l'épaisseur d'un cheveu. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale 514-990-9604, le 514-990-9604. Presque la fin déjà de cette autre belle émission de Folie douce. On est toujours heureux de le faire année après année. Pierre, donc, Laporte et Ghislain Malo, toujours en notre compagnie. Vieillis-nous pas trop. Ben non, pour la nomenclature des chansons qui sont importantes dans l'émission, ça vient ajouter le côté musical qui vient à côté un peu, pour employer l'expression, le contenu. Donc, c'est toujours important de nommer les artistes. Oui, en début d'émission, on a écouté Là tu voles. De Ariane Brunet. Oui, on a écouté Je range. De Zita Smooth. Oui, dans la deuxième demi, on a eu le plaisir d'entendre Comme un loup. De Adam Karsh. Et à l'instant, En moins d'une seconde. De Melon Galia. Oui, donc un show musical de toi et de Pierre, oui. qui semaine après semaine, vous avez... on se passe la rondelle, belle culture musicale, en fait, vous complétez bien pour ça. Toi, par un peu un dictionnaire ambulant. Disons que c'est nos chansons, on peut pas dire qu'on a choisi, on peut pas dire qu'ils sont plats. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. Je remercie notre invité en début d'émission, Louise Tassé, qui nous a parlé de l'hôpital Rivière-des-Prairies, un hôpital à mieux connaître, finalement, un hôpital qui a vraiment sa place dans le milieu montréalais en santé mentale au Québec. Donc, c'était fort intéressant de la recevoir. On a eu également notre chroniqueur Jean-François Kelly, chroniqueur à la revue Mentalité, qui nous a parlé des enfants du divorce. Et dans les deux blocs, on avait d'abord Espresso, que Pierre, tu nous as proposé. La santé mentale, c'est quoi au juste? Donc, de mettre un petit peu de définir un peu mieux en donnant peut-être des exemples d'une bonne santé mentale. C'est intéressant d'en apprendre plus à ce sujet-là. Et à l'Espresso allongé, il était question des maladies mentales à travers le monde. Là aussi, de très bonnes statistiques. Donc, merci Pierre. Bienvenue. Merci pour ta mise en onde également. Alors, bonne semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.